parle dans un instant avec vous, Marc Menon, mais c'est intéressant de regarder un peu les frères musulmans, organisation terroriste aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, en Égypte, en Syrie, en Russie, et puis en Autriche, une petite particularité européenne. Juste, voilà. Pour y penser, on va en parler tout à l'heure, puisque Karim Benzema est supposé être en lien notoire avec les frères musulmans, puisqu'il y a un lycée à qui on voudrait enlever le contrat avec l'État, le lycée Averroès. On en parle dans un instant. Qui sont les frères musulmans? Guillaume Bigot, il y a une question qu'on va se poser ce soir, dans le prolongement un peu de notre discussion déjà hier. Est-ce qu'une guerre mondiale est improbable, probable? Est-ce qu'il y a une solution diplomatique possible? Je vois par exemple ce qu'a dit Emmanuel Macron cet après-midi. Le conflit au Proche-Orient peut être un élément de division si on gère mal la situation. Oui. Mais il parlait de l'intérieur du territoire français, mais on sent très bien qu'il peut y avoir des répercussions internationales violentes. Beaucoup de questions se posent. Est-ce que c'est si les grandes puissances entrent sur la scène de guerre? Est-ce que ce sont si, comme je disais en titre, le Hamas, le Hezbollah ou encore Wagner qui entrent dans le jeu, qui mènent le bal, si vous permettez l'expression, et qui déstabilisent tous les États? Pardon, j'ai posé trop de questions. Je vous écoute. Peut-être si on met un chapeau à tout ça, c'est une formule de Raymond Aron qu'on peut détourner, c'est guerre mondiale improbable, solution diplomatique au conflit au Proche-Orient, à mon avis impossible, et effectivement extension et déstabilisation des États inévitable. Donc on va essayer de mettre un peu ça dans l'ordre, mais je pense que sur la question d'abord de la Troisième Guerre mondiale, lâchons le mot, monter aux extrêmes, c'est toujours possible dans une guerre et tout ça. Je pense qu'on en a un peu parlé hier, effectivement, on va reprendre ça. En théorie, oui, et en pratique, non. En théorie, oui, pourquoi ? Parce que il ne se passe pas que ce conflit du Proche-Orient dont on sait qu'il a une charge symbolique, religieuse, une caisse de résonance, tout ça, déjà très grave, c'est un conflit quasiment insoluble. C'est qu'en plus, en même temps, de manière synchrone, il y a une tentative de déstabilisation, enfin, de rupture de l'hégémonie américaine par la Russie et par la Chine, avec un conflit déjà beaucoup plus grave, en fait, en Europe, 1,5 million de morts à l'heure qu'il est en Ukraine, et ça ne va pas s'arrêter tout de suite, et qu'il pourrait d'un instant à l'autre avoir un grave conflit en Asie, c'est-à-dire Taïwan. Et là, les foyers se rejoindraient un peu comme dans un incendie. Donc en théorie, tout est possible. De la même façon, on pourrait imaginer que voilà, il y a deux blocs qui se feraient face dans ces cas-là. Le bloc occidental, emmené par les États-Unis, Israël, l'Ukraine, l'Union européenne et tous les alliés asiatiques et européens. Et de l'autre côté, le bloc, comme dirait Mussolini, des nations prolétaires qui veulent renverser l'ordre mondial, avec d'abord l'Iran en pointe qui s'investirait dans cette affaire, derrière suivi par la Russie et suivi par la Chine, et comme ça on aurait deux blocs mondiaux. Donc en théorie oui, mais en pratique non. Alors pourquoi en pratique non ? D'abord parce qu'il y a trois grosses différences majeures avec la situation de 14-18 où ça s'était emballé de cette façon. L'arme nucléaire, on en a parlé hier, j'y reviens pas, ça calme toutes les ardeurs et ça fait que personne ne peut gagner finalement, en tout cas parmi les grandes puissances, le conflit. Deuxième différence majeure, il n'y a pas d'alliance militaire entre, ou en tout cas pas connue, elle serait cachée, entre l'Iran d'un côté et la Russie de l'autre, entre l'Iran d'un côté et la Chine de l'autre. Même entre la Russie et la Chine, il n'y a pas d'alliance militaire. Ils prétextent être les meilleurs amis du monde pour l'éternité, etc. Mais en réalité, si la Russie est attaquée, la Chine n'est pas du tout obligée de réagir, et inversement. Et ça, c'est une énorme différence par rapport à 14-18, où il y avait une mécanique. Et enfin, le troisième point me paraît encore plus important. En 14-18, pourquoi ça s'est emballé ? Parce qu'on avait trois empires très importants, trois pays importants, qui, s'ils ne rentraient pas dans la guerre, allaient s'écrouler. Ils étaient chancelants. C'est l'Empire ottoman, c'est l'Empire russe, c'est l'Empire d'Autriche-Hongrie. Là, le seul pays très puissant qui pourrait évidemment perdre quelque chose dans cette affaire, ce serait les États-Unis, mais c'est pas un enjeu vital pour les États-Unis, c'est simplement une perte d'influence mondiale. C'est pas la même chose que de voir son État s'effondrer sur lui-même. Donc le Hamas, oui, ils ont un enjeu vital, Israël a un enjeu vital, mais pas les grandes puissances. Donc c'est, à mon avis, fondamentalement différent. Maintenant, ces acteurs extérieurs, les États-Unis d'ailleurs, c'est le pays qui essaye on l'a évoqué également hier, modérer la situation. Ils essayent de dissuader l'Iran préventivement, mais ils essayent aussi, on l'a vu en évoquant le discours de Biden, ils essayent de tempérer Israël dans sa réponse. Donc il y a plutôt un effet de tempérance. En apparence,
le discours russe, le discours chinois, pour flatter le Sud global, pour aller dans le sens d'une opinion publique qui est très anti-occidentale, ils ont des mots qui ont l'air de prendre parti. Mais en fait, n'oublions pas que ces deux pays sont confrontés à l'islamisme sur leur propre territoire et ont une réaction 100 fois plus brutale qu'Israël. Là, tous ces idiots manifestent contre Israël, contre le Hamas, mais enfin, ils devraient, s'ils étaient sérieux, ils devraient mettre à sac l'ambassade chinoise, parce qu'il y a un véritable génocide des musulmans en Chine. Enfin, la Chine sont un peu plus costauds qu'Israël, donc personne ne dit rien, évidemment. Ensuite, donc, je pense que ces deux pays ne sont pas si impliqués que ça, ils utilisent ce conflit, même l'Iran. L'Iran, c'est a priori pour Israël, c'est une obsession, etc. Et on peut les comprendre. Mais en réalité, l'Iran, si on interroge les intérêts géopolitiques de l'Iran, comme la Russie, comme la Chine, ont intérêt un peu à déstabiliser la situation, peut-être d'ailleurs pour ensuite pouvoir revenir à la table des négociations et en tirer un profit personnel. Mais surtout l'Iran, les fantasmes de l'Iran, qu'est-ce que c'est ? C'est devenir une puissance nucléaire ? Là, à mon avis, ça m'étonnerait qu'ils aillent jusqu'à pousser Israël à bombarder leurs installations nucléaires parce qu'ils sont proches du seuil. Deuxième fantasme de l'Iran, recréer l'Empire perse. L'Empire perse, c'est-à-dire de la Caspienne à la Méditerranée. Ils ne sont pas très loin de le faire. En réalité, en Irak, il y a des tribus qui sont chiites, qui sont à leurs mains. Le Hezbollah en Syrie et au Liban est à leurs mains. Donc ils ont notamment le Hezbollah sur lequel ils ont beaucoup investi. Est-ce qu'ils vont le sacrifier dans cette affaire ? Ça m'étonnerait. Ça vous étonnerait ? Vous êtes un peu optimiste ? On va continuer à en parler. Réaliste. Et réaliste. Et puis savoir quelle force en présence ces violents mouvements qu'on voit surgir en Afrique partout, comme Wagner, comme le Hezbollah, etc. On voit par exemple ce qui s'est passé en Israël. Certains disent que c'est la marque de Wagner, la bestialité de Wagner. Ça vous fait sourire, pas moi du tout. Non, pas du tout. Mais non, je vous taquine. Non, mais est-ce que justement ce ne sont pas ces organisations qui vont bouleverser l'ordre mondial ? Okay. Question. On marque une pause, à tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'info. Avant de revenir avec Guillaume Bigot, allons à Place de la République où la manifestation pro-palestinienne était interdite au départ, mais le tribunal administratif a levé l'interdiction. Israël assassin, Macron complice, ce sont un des slogans qu'on entend. On a vu des banderoles affichées, beaucoup de drapeaux, Charlotte Dornelas. Oui, il y a beaucoup de drapeaux étrangers, là, on a la collection complète. Mais ça, encore une fois, ça dit beaucoup plus de l'état de la situation en France que de ce qui se passe là-bas. J'insiste beaucoup là-dessus parce que la confusion est savamment entretenue par ailleurs par certains à destination du public en France et non pas avec la nécessaire prudence et même d'ailleurs l'affliction devant ce qui se passe aujourd'hui en terre. On peut vraiment être à la fois inquiet, traumatisé pour toutes les victimes civiles de ce conflit et garder une distance qui est celle d'un Français sur un conflit qui normalement concerne l'étranger en réalité. En fait, je dirais d'un simple mot, quand des gens brandissent ainsi un drapeau étranger en France dans de telles circonstances, ils nous disent quel est leur véritable pays de cœur. Faut pas se tromper. Là, c'est très clair. Ils brandissent le drapeau de leur cœur, le drapeau de leur âme, le drapeau existentiel. C'est pas le drapeau du pays qui, par ailleurs, rend possible leur liberté et leur prospérité. C'est un peu choquant. En tout cas, ça serait intéressant de savoir si, sur place, il y a des slogans pour la paix, pour trouver une solution, voilà, ça serait intéressant. Je reviens à vous, Guillaume Bigot. On était en train de parler justement de la diplomatie internationale et qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution pour éviter la Troisième Guerre mondiale, parce que beaucoup de personnes en parlent sur beaucoup de télévisions étrangères, beaucoup de personnes osent en parler clairement. La diplomatie peut-être trouver une solution. Si on revient localement dans le conflit israélo-palestinien, je pense que ni à court terme, ni à long terme, il y a de solutions là envisageables. À court terme, on peut imaginer que des pays vont faire les intermédiaires et vont ouvrir des canaux de communication, même entre le Hamas et l'État d'Israël. On parle de 4 pays, on va les mettre en 2 blocs. Le premier bloc, c'est d'un côté le Qatar, parce que c'est le sponsor principal du Hamas, et qu'il parle avec le Hamas, qu'il connaît bien le Hamas, mais je pense qu'ils n'ont pas la confiance d'Israël. Et c'est la même chose pour le deuxième pays, qui est la Turquie. Pourtant, Israël coopère dans plein de domaines avec la Turquie, mais là, la Turquie, pour des raisons intérieures et pour des raisons de proximité idéologique, la Turquie, c'est aussi les frères musulmans, exactement comme le Hamas, exactement comme le Qatar. Donc les Israéliens ne s'appuieront pas sur la Turquie, même si la Turquie a ses entrées et en Israël et avec le Hamas. En fait, il y a 2 pays qui vont pouvoir jouer un rôle et qui jouent déjà un rôle. Un, c'est l'Égypte. L'Égypte, parce que l'Égypte, justement, se lutte contre les frères musulmans et contre l'islamisme sur son territoire. L'Égypte contrôle la frontière sud de Gaza et a été l'administrateur de Gaza. Et l'Égypte
les services secrets égyptiens ont d'excellentes relations avec le Mossad et entre les armées israéliennes et égyptiennes, il y a un travail qui n'est pas très connu, mais qui se fait ensemble pour sécuriser le Sinaï. Donc là, oui, il y a des communications parce que les Égyptiens connaissent le Hamas et ont des indices et des points de contact dans le Hamas. Et l'autre pays auquel on ne pense pas, mais à mon avis, il va pas un jour ou l'autre sortir du bois, c'est bien sûr la Russie. Pourquoi la Russie ? D'abord parce qu'il y a un lien très fort avec Israël. On l'oublie, mais il y a pratiquement 1 million de citoyens israéliens juifs qui sont issus de Russie. Donc l'électorat russe pèse en Israël. Il y a même un lien d'ailleurs un peu affectif. Quelqu'un qui a joué un rôle dans l'enfance de Poutine qui était installé en Israël. Donc il y a un pont humain entre les deux pays qui se comprennent. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Israël n'a pas fait bloc avec les États-Unis dans l'affaire de l'Ukraine. Et ensuite parce que la Russie, évidemment, a comme client géopolitique, comme clientèle géopolitique, la Syrie d'abord, et aussi ils sont travaillent ensemble avec l'Iran, ils veulent faire rentrer l'Iran dans les BRICS, etc. Donc il y a des canaux de communication entre d'un côté la Russie et le Hamas, et de l'autre évidemment la Russie et Israël. Et là, je peux vous assurer que le jour où la Russie entrera en scène pour calmer la situation et jouer les bons offices, ils vont passer à la caisse. Ils vont dire, attendez, il y a un truc qui s'appelle les sanctions, là, il faudrait peut-être me nettoyer ça si vous voulez que j'intervienne. Ça va être un peu le pourboire. À plus long terme, la seule solution, ce serait bien sûr une solution à 2 États. Si on regarde la carte, la seule solution possible, c'est que la Cisjordanie et la Jordanie fusionnent. La Palestine n'est nulle part ailleurs. Il n'y a aucun autre État palestinien viable. Évidemment, il faudrait demander l'avis de la monarchie jordanienne et des Jordaniens, des Bédouins jordaniens qui ont quand même passé par le fil de l'épée des Palestiniens dans le passé. Le plus grand massacre de Palestiniens de l'histoire, ce sont les Bédouins jordaniens qui l'ont commis. Il ne faut pas l'oublier, c'est Septembre Noir. Et pour le reste, Gaza, on voit bien, c'est comme le corridor de Danzig, ça ne peut pas se rejoindre géographiquement. Pourquoi ça n'arrivera pas ? D'abord, il n'y aura pas de De Gaulle en Israël, à mon avis, pour chasser les colons israéliens de la Cisjordanie. Deuxièmement, parce que les Américains, le vote, les groupes sionistes aux États-Unis pèsent trop, pro-sionistes pèsent trop sur l'élection américaine. Donc les Américains ne forceront ni Israël, ni l'Égypte, ni la Jordanie à une solution de ce type. Et on ne voit pas comment une solution de ce type peut exister. Ce conflit risque-t-il d'affaiblir l'ordre international, en particulier les États ? Oui, je pense que c'est le point clé qui est peut-être le point le plus obscur. D'abord parce que, on ne le voit pas, mais il y a de plus en plus dans les conflits, ça a même démarré avec la guerre en Irak, où des entreprises privées sont intervenues énormément, Blackwater, etc. Il y a quasiment plus de combattants sous contrat privé que de combattants américains ou britanniques dans la guerre en Irak. Ensuite, on a vu Wagner émerger. Là, on voit le Hezbollah, on voit aussi le Hamas. Et donc, ces structures-là, en fait, ce sont des structures qu'on appelle des proxys en anglais, c'est-à-dire qu'ils agissent pour le compte d'États, les États les téléguident, ça évite aux États de combattre directement et de s'impliquer directement, mais en même temps, on l'a vu également avec Wagner, c'est pas certain que ces groupes soient complètement contrôlables par les États. Vous avez vu que Wagner s'est retourné un peu comme Frankenstein contre son créateur. Là, il n'est pas 100% garanti, et c'est un facteur de risque, que le Hezbollah soit intégralement contrôlé par l'Iran. Il n'est pas 100% garanti que le Hamas soit intégralement contrôlé par l'Iran et par Israël. On revient là-dessus, c'est un truc qu'il ne faut pas dire, mais enfin je vais le dire quand même. C'est bien sûr, Israël a beaucoup insisté pour davantage avoir le Hamas comme interlocuteur plutôt que l'autorité palestinienne, parce qu'il fallait négocier avec les uns, tandis que les autres, on pouvait facilement les disqualifier. Le deuxième phénomène qui affaiblit considérablement les États, c'est la création de ce que j'appellerais une agora numérique mondiale, qui fait qu'il y a une opinion mondiale qui est connectée en permanence avec le son, des images, des textes. Et cette agora, jamais le monde n'a été aussi connecté en temps réel, émotionnellement, et jamais, ça a été noté par Charlotte très astucieusement hier, jamais n'a été aussi divisé. On ne voit plus la même réalité, même si on la voit en temps réel, on voit les mêmes images en temps réel, on n'a plus la même vérité, la même réalité, etc. Et là, quand on voit ces groupes comme le Hamas, comme Daesh, mettre en scène des images d'ultra-violence qui circulent en permanence dans le monde, on se rend compte que ces conflits sont difficilement contrôlables. Ça a toujours existé. Les groupes de guérilla ont toujours utilisé l'ultra-violence, sauf que là, c'est vectorisé. Et enfin, un troisième facteur, c'est bien sûr le fait, et je reviens sur les images de la place de la République, on ne voit pas de drapeau français, nous sommes en France, et on voit des drapeaux de pays du Maghreb. Mais en réalité, on n'en est plus là. C'est même plus les pays du Maghreb, c'est même plus la France. C'est quelque chose d'autre qui est en train de naître, qui est complètement cohérent avec la mondialisation. La mondialisation capitaliste et financière, elle appelle l'islamisme comme la nuée appelle l'orage. Parce que l'islamisme, c'est la religion du business, c'est la religion sans territoire, désincarnée. Et cette mondialisation, elle a créé un besoin d'identité, elle a créé un problème d'individualisation.
Et l'islamisme répond parfaitement à ça. Donc on voit que partout où il y a notamment des communautés musulmanes sunnites qui sont en diaspora et a fortiori dans les pays arabes, oui, je pense que ce conflit qui va durer avec les mécanismes que j'ai expliqués de diffusion des images, mais aussi de diffusion du terrorisme, va fragiliser les États. Les États arabes, je pense qu'ils peuvent absolument vaciller à nouveau comme après les printemps arabes si le conflit dure. Et bien sûr, chez nous, en Europe, en France, en Inde aussi, on l'oublie, mais il y a une énorme communauté musulmane et en Afrique.